Voilà là, au moins le nouveau titre qui apparaît sous vos yeux, qui est beaucoup moins ambitieux que le titre initial, puisque j'ai enlevé de mon exposé, qui risquait d'être vraiment trop long, tout ce qui concerne l'édition des correspondances, où il en restera des traces, mais pour l'essentiel, c'est bien du côté de l'interprétation des textes de jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lettres de jeunesse, qui sont des petits miracles pour ce qui concerne les lettres de jeunesse des écrivains, puisque c'est de cela que je voulais parler, du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Comment ça se mange? Voilà la question que je vais en quelque sorte me poser, et non pas dans une perspective monographique, comme vient de le faire Alain si bien, et en tenant compte d'une façon microscopique en fait des autographes, mais au contraire d'une façon panoramique, en prenant une vision beaucoup plus de survol en quelque sorte sur ce correspondance. Avec l'idée qu'on doit aussi pouvoir, c'est mon espoir en tout cas, traiter les correspondances autrement que d'une façon monographique. Parce que c'est la limite sinon de notre corpus. Être constamment obligé d'être dans un écrivain et un seul. Alors est-ce qu'on peut comparer des correspondances? C'est la question que je me pose. C'est un peu la question que se pose Brigitte de temps en temps aussi. Enfin, c'est un style maison en quelque sorte. Et dans le cas de ce que je vais faire aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment ces grands écrivains que je vais nommer, que sont donc Stendhal, Lamartine, c'est pas les plus petits, Balzac, Sand, Musset, Flaubert, Zola, qui reviendra Mallarmé, eh bien comment ces écrivains se sont servis de leur correspondance, d'une part pour inscrire, tracer leur projet littéraire, mais d'abord et surtout, et c'est sur ça peut-être que je vais mettre plus l'accent aujourd'hui, pour devenir soi, comment s'inventer par l'être, comment définir sa personnalité dans un rapport à un correspondant, et d'une façon encore plus forte, me semble-t-il, qui engage plus le scripteur que dans un journal intime. Pourquoi? Parce que dans une correspondance, on est face à quelqu'un, on a un témoin, on ne parle pas dans le vide. Le journal, bien sûr, aussi a une sorte d'objectivité, mais l'objectivité sociale en quelque sorte, de l'échange épistolaire ajoute en quelque sorte au contrat qu'on passe devant un jeune correspondant. Alors, pour suppléer à la partie initiale de mon exposé que je ne fais pas. Donc voilà les deux champs de recherche que je mènerai, devenir écrivain et ensuite construction des identités juvéniles. Je vais vous faire passer sous les yeux quelques-uns des éléments de mon corpus que je commentais d'une façon beaucoup plus précise et construite dans la partie que je supprime. Et je vous fais remarquer d'ailleurs que la notion même de lettre de jeunesse ou de correspondance de jeunesse est relativement tardive, puisqu'on ne la trouve qu'à partir de la correspondance de Taine. Vous voyez, ce n'est pas un écrivain, c'est un philosophe plutôt, mais voilà, Taine, ou un critique, Taine, sa vie et sa correspondance, correspondance de jeunesse. Vous voyez, nous sommes en 1905 en fait, c'est la deuxième édition ici, la première édition est de 1905, et même chose pour, cette fois-ci, la correspondance de jeunesse de Zola, éditée par sa femme, dont il vient être question. Nous sommes cette fois-ci en 1907. Vous voyez, nous sommes juste après le 19e siècle. Et ces deux corpus épistolaires de jeunesse sont les premiers à s'indiquer comme tels, comme dire, attention, correspondance de jeunesse. Bien sûr, il y a eu avant des éditions d'autres correspondances de jeunesse, mais non pas marquées comme telles. Si, celle-ci l'est aussi. Lettre à un ami de collège, c'est Montalembert. Et ensuite, sinon, nous sommes dans les correspondances générales, disons, qui mettent l'accent sur la jeunesse. Par exemple, ici, la correspondance qui met l'accent sur les années 1800-1805. Stendhal est né en 1783, et donc il a entre 17 ans et 22 ans. Ici, je suis chez Lamartine, 1807, il a 17 ans quand il commence cette correspondance, et elle est éditée en 1777. Balzac, 1819-1830. Je ferai référence à ces premières lettres de jeunesse de Balzac à ses sœurs, Laure et Laurence. Musset,
1827-1855, il est né en 1810. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des correspondances générales, mais qui mettent l'accent, effectivement, sur ces premières lettres, sans dire l'importance de la chose. Même chose pour George Sand. Voilà. Flaubert, bien évidemment, correspondance éditée en 87 par sa nièce. Et Flaubert, première série, mais lettre de 1830, il a donc en 1839 ans, vous voyez, et ça commence ça porte jusqu'en 1830. Bon, là, c'est un tableau, mais je ne vais pas prendre le temps de vous le commenter aujourd'hui, parce que justement, c'est la partie que je saute, où je donne une vision d'ensemble, chronologique des choses, à la fois la date de naissance de chacun des épistoliers, la date de début de ses correspondances, l'âge qu'il a à ce moment-là, et ensuite les dates des éditions. Hein. Mais bon, c'est trop technique pour aujourd'hui, je préfère laisser courir cela et passer déjà à ma première partie. Il y en aura plusieurs, moi je n'ai pas construit selon 3 parties, mais comme ça, des petites choses de temps en temps. La jeunesse en point de mire, pour vous dire ceci, c'est que si les correspondances de jeunesse sont en quelque sorte si regardées, si admirées, si soigneusement lues au XIXe siècle, c'est parce que nous sommes dans un siècle où la jeunesse monte en puissance, en quelque sorte. L'intérêt pour la jeunesse monte en puissance de plus en plus, et ça ne se manifeste pas uniquement par les éditions de correspondance, ça vient tardivement pour les éditions de correspondance du siècle, c'est normal, hein. Vous avez vu, nous sommes dans les années 70 quand ça commence, 80 quand ça commence, pour les correspondances des écrivains de ce siècle, bien sûr. Hein. Il y a en revanche des éditions de jeunesse, de lettres de jeunesse, par exemple de Mme Roland, qui ont lieu des années 40. Hein, voilà. Mais en revanche, il y a très tôt dans le siècle des souvenirs de jeunesse. Nous sommes chez Naudier, cette fois-ci, en 1834. Des souvenirs d'enfance et de jeunesse de Chateaubriand. Hein, là, je suis en 74. C'est tardif. C'est quand on va publier les premiers états des mémoires d'outre-tombe. Hein, donc, cet intérêt pour les souvenirs de jeunesse, il y a aussi des biographies qui mettent l'accent sur la jeunesse. C'est bien sûr la fille de Naudier qui publie des épisodes, des souvenirs de sa vie, hein, à défaut que, après que Naudier ait fait lui-même ses souvenirs, et même chose pour la sœur de Balzac, qui sera à la fois l'éditrice de sa correspondance, la première, et à la fois la biographe, hein, biographie familiale. Ça commence comme ça, en quelque sorte. Aussi l'intérêt pour les lettres de jeunesse par des biographies, et puis ensuite viennent les ouvrages qui mettent l'accent sur la jeunesse de Lord Byron, la jeunesse de Sainte-Beuve, les jeunes années de Sainte-Beuve. Là aussi, il y aurait à suivre, voyez, cette mode éditoriale, hein, qui est soutenue par la critique. La critique, celle de Sainte-Beuve en particulier, qui ne cesse d'insister sur l'importance des correspondances pour remonter de l'auteur à l'homme, mais aussi, comme dit Sainte-Beuve, l'importance des correspondances pour connaître, une magnifique formule de Sainte-Beuve, le point de départ des âmes avant-courrières. Le point de départ des âmes avant-courrières. Voilà à quoi servent, selon Sainte-Beuve, les correspondances de jeunesse. Alors, Sainte-Beuve lui-même, bien sûr, mourant en 69, n'a pas le temps de s'intéresser aux correspondances de jeunesse du siècle. Hein, elles viennent après, elles sont publiées après. Mais en revanche, toute l'école critique qui suit Sainte-Beuve va, bien sûr, continuer dans sa même logique. Voilà, je cite ici un critique qui publie la correspondance de Lamartine, la correspondance de jeunesse de Lamartine, l'étude d'un poète à son aube, en son premier essor, est toujours attrayante. C'est l'heure de sincérité, d'originalité, de verte floraison. Et je vous laisse découvrir l'autre texte que je ne vais pas lire, mais qui est cette fois-ci celui d'un critique qui lit avec grand plaisir le premier, la correspondance de jeunesse de Lamartine, avec son ami Aymon de Virieu. Et qui, d'ailleurs, trouve que ce type de témoignage, les correspondances donc, de jeunesse, sont bien plus fiables, bien plus sincères, lorsqu'on le compare, dans le cas de Lamartine, à ses biographies,
telles que ses confidences, où bien sûr Lamartine arrange un peu la vérité selon ce qui convient à son idéologie d'écrivain déjà vieilli. Et selon ce critique, donc, que je cite, mais que je n'ai pas donné la citation sous vos yeux, une correspondance constitue la seule biographie authentique. Hein, voilà. Par rapport, mieux encore que les correspondances, que les autobiographies ou les biographies publiées par Lamartine lui-même. Alors, comme on le voit, ces quelques rappels un petit peu rapides que je viens de faire, le point de vue sur les lettres de jeunesse fut au XIXe siècle essentiellement biographique. Et de temps en temps aussi, mais d'une façon plus discrète, génétique, puisque les lettres de jeunesse donnent accès, dans certains cas, aux œuvres de jeunesse, aux juvenilia, comme on dit. Hein. Mais en fait, ce n'est pas ces points de vue, ces deux points de vue qui m'ont, moi, intéressé, ou qui doivent, selon nous, nous intéresser. Plutôt que la jeunesse des œuvres, c'est ce que je pourrais appeler la jeunesse de leurs auteurs, qui, je trouve, passionnante à étudier. Comment, donc, Stendhal, Balzac, Sand, Flaubert, quelques autres, sont devenus écrivains? C'est là une question à laquelle leur correspondance de jeunesse apporte beaucoup d'éléments de réponse. Et c'est donc cette partie que je vais traiter, à quoi servent les correspondances de jeunesse. Et en quelque sorte, je résume ma thèse par la phrase qui est de moi, que vous avez sous les yeux: se dire par lettres, plus encore que sous toute forme d'autres écritures intimes, c'est faire, et même, peut-on dire, c'est faire. Hein. L'idée, c'est que la correspondance a une fonction pragmatique. Hein. On est par correspondance, on devient soi par correspondance, on se construit par correspondance. Hein. Voilà la thèse que je vais soutenir. Et donc, il n'est pas simplement question de dire j'écris ceci, j'écris cela, ou de rester dans un rapport amical à tel ou tel compagnon ou ennemi d'ailleurs, mais c'est très fondamentalement, il y a une fonction maïeutique de la correspondance de jeunesse, autogénétique de la correspondance de jeunesse, sur laquelle je veux insister. Alors, ça dépend bien sûr beaucoup des correspondants. Hein. Quels correspondants? Alors, quels correspondants? Il y en a de divers ordres. Dans le cas de Quinet, Edgar Quinet, historien, vous savez, et dans le cas de Proust, c'est la mère qui sert à cet exercice maïeutique. Le plus souvent quand même, dans le cas à la fois de Stendhal, non, pas le plus souvent, dans le cas de Stendhal et de Balzac, ce sont les sœurs, ce sont des membres de la famille, les sœurs qui jouent ce rôle. Dans le cas de Stendhal, elle s'appelle Pauline, dans le cas de Balzac, elle s'appelle Laurence et Laure. Et dans le cas de Pauline, dont Brigitte a beaucoup parlé, eh bien, il s'agit non simplement de correspondre avec sa sœur qui est restée à Grenoble alors que lui est exilé à Paris, mais aussi Stendhal se propose, le jeune Bayle plutôt comme il faudrait dire, se propose de faire son éducation littéraire. Et dans le cas de Balzac, là aussi, qui lui est à Paris tant que ses sœurs sont restées au foyer familial, ben Balzac considère ses sœurs comme ses alter ego, mais aussi ses égales en conversation spirituelle épistolaire. Dans le cas de Musset, comme dans celui de Flaubert, puis dans celui de Zola, les partenaires de dialogue appartiennent en revanche au paradigme amical, ce sont des amis. Hein. Que ce partenaire soit unique, dans le cas de Musset, c'est Paul Fouché en fait, hein, le seul partenaire de deux admirables lettres qui suffiraient une communication que j'aurais pu vous faire aussi commenter, ces deux lettres d'Alfred de Musset à Paul Fouché, hein, Paul Fouché qui est, vous savez, le frère d'Adèle Fouché, qui est la femme de Hugo. Et dans le cas de Flaubert, il s'agit de trois apprentis écrivains comme lui, que sont Ernest Chevalier, Maxime Ducamp et Louis Bouillet. Et dans le cas de Zola, ça a été évoqué déjà, Cézanne, mais aussi le plus obscur, Jean-Baptistin Baille, avec qui Zola correspond, là aussi grâce à la distance. Hein, chaque fois, il faut qu'il y ait distance, il faut qu'il y ait exil, il faut qu'il y ait
il faut qu'il y ait distance pour qu'une correspondance existe. Zola est monté à Paris, il n'a pas eu son bac, et ses deux amis sont restés à Aix. De même, le jeune Mallarmé entretient une correspondance, là aussi, autogénétique, avec deux écrivains de sa génération, pour l'essentiel, la correspondance jeunesse. Après, ça se complique et ça se complète. Paul Alexis et Eugène Lefébure. Enfin, on pourrait aller jusqu'au cas plus tardif de la correspondance entre Alain Fournier et Jacques Rivière. Ce sont cette fois-ci deux écrivains à venir de même rang qui délibèrent par lettres sur la meilleure manière d'entrer en littérature et songent à quelqu'un qui pourrait leur servir. Ils songent à écrire à Rémy Gourmont, qui est un grand critique de la fin du siècle et aussi un grand homme institutionnel de la fin du siècle, et il se propose de lui écrire un article intitulé, vous l'avez le texte sous les yeux maintenant, le choix d'une attitude ou la composition d'un maintien, et donc il se montre très au fait du nécessaire recours pour le débutant littéraire à ce que j'ai appelé, moi, ça a été une partie de mes recherches qui ont abouti à cela, une scénographie octoriale. Ce sont deux jeunes écrivains qui savent à quel point déjà, et qui le montrent très nettement dans cette lettre, à quel point, pour un jeune écrivain, il faut se construire un rôle, se construire un scénario. Bien sûr, le jeune écrivain cherche des lecteurs, parfois des conseillers littéraires dans sa correspondance. C'est le cas de Lamartine, qui consulte son ami Aymon de Virieu sur les sujets poétiques qu'il veut traiter, et même lui en demande d'autres. Est-ce que tu as des idées de poèmes? C'est un petit peu, certaines des lettres de Lamartine sont de cet ordre-là. C'est aussi le cas lorsque le jeune Balzac demande à sa sœur Laure de vérifier le plan de sa tragédie. Il est en train d'écrire une tragédie classique, une tragédie politique classique en 5 actes. Cromwell, il va l'écrire d'ailleurs, il va la finir. Ou encore, vous savez, c'est très connu, lorsque le jeune Flaubert organise lui-même le jugement amical qui sera désastreux, on le sait, du premier état de la tentation de Saint-Antoine. Ça se fait par lettre d'abord et ensuite dans une réunion. À défaut donc de ces lectures publiques qui étaient pratiquées sous la Restauration en France, ce sont les correspondances entre jeunes écrivains qui, dans tous ces cas, servent, pourrait-on dire, de cénacle, le cénacle épistolaire. Après avoir envisagé brièvement les correspondants, j'envisage maintenant les formes de l'écriture épistolaire. Quant à l'écriture épistolaire, un trait commun de ces échanges, qui caractérise ces échanges, c'est la double pratique contradictoire des futurs écrivains, Balzac, Flaubert, Zola en particulier. D'une part, tous affirment écrire currente calamo, comme on dit, au fil de la plume, comme on dit en latin. Et l'expression revient à la fois sous la plume de Zola et sous la plume de... l'expression même, pas uniquement comme ça l'idée, mais l'expression même sous la plume de Zola et sous la plume de Balzac. Ils affirment donc écrire cela comme une lettre doit s'écrire, disent-ils, parce qu'ils savent très bien ce que c'est qu'une lettre, dans la tradition épistolaire française en tout cas. Mais visiblement, en revanche, ils soignent d'autant plus leur rédaction et ils y attachent d'autant plus d'importance qu'ils savent que l'enjeu pour eux est de taille. D'où, en rupture avec le pacte d'écriture libre qu'ils rappellent souvent, vous l'avez, leurs rappels sont sous vos yeux, je ne les lis pas, j'écris mes lettres sans brouillon, etc. Une lettre doit s'écrire sans brouillon, une lettre vient du cœur, il y a un petit peu toute cette idéologie épistolaire, en quelque sorte, pourrait-on dire, qui passe dans leurs lettres de jeunesse. Eh bien, en rupture avec cela, en rupture avec ce pacte d'écriture currente calamo, eh bien, il y a à prendre en considération le sérieux de ces correspondances et parfois même leur dimension pédagogique que manifestent tant les leçons de littérature en règle que donne Henri Bell à sa sœur, Pauline, que le dissertation littéraire en forme que le jeune Zola inflige à ses amis comme pour repasser son bac par correspondance. Il a raté son bac, il rend des copies, il rend des dissertations par lettres. Et c'est très, très étrange, ces lettres dont on n'a pas bien sûr les autographes, malheureusement, ça nous permettrait de mieux comprendre les choses, mais apparaissent comme des sortes de devoirs de très bons écoliers, d'excellents écoliers, qui rendent des dissertations sur George Sand, sur l'amour, etc., dans ces lettres de jeunesse. Mais
tous, bien sûr, n'ont pas le même rapport à l'épistolaire et à l'écriture épistolaire. Certains ne cessent de répéter qu'ils haïssent les lettres. C'est le cas de Mallarmé, qui clame sans cesse qu'il abhorre les lettres. Non, je n'ai pas cité ça ici. Ou, dit-il, le meilleur de nous n'est pas destiné au papier à lettres. De même, Flaubert se moque parfois, dès avant Maupassant, de cet exercice vieux jeu, scolaire, stéréotypé, qu'est la correspondance. D'autres, à l'inverse, tels Balzac et Sand, se font visiblement un jeu de la correspondance. Ils manient l'instrument épistolaire avec bonheur et excentricité. Cela pour prouver, mais d'abord pour se prouver à eux-mêmes, leur agilité intellectuelle. C'est une façon, en quelque sorte, c'est une parade. Il y a des parades épistolaires dans ces deux cas. Mais aussi parce que l'écriture épistolaire est aussi un moyen pour eux d'apprendre à écrire, de faire leur classe, en pratiquant un genre sans prétention, échappant à la sphère publique pour l'instant, mais fécond en apprentissage. Ça sert à ça aussi, à apprendre à écrire que d'écrire des lettres. C'est ce que enseignera plus tard George Sand à sa fille Solange, mais je ne prends pas le temps de citer cette magnifique lettre de Sand à sa fille en disant « Tu devrais commencer à écrire en écrivant des lettres et après tu deviendrais peut-être écrivain ». C'est ce qu'elle a fait elle-même. Je vais y revenir. La chose est manifeste chez Balzac dans la fantaisie délurée de ses échanges très réussis avec ses sœurs, tant et si bien que de temps en temps, le jeune romancier professionnel qui est devenu regrette de perdre ainsi de ses effets littéraires par lettres. Mais le côté préparatoire de l'apprentissage épistolaire est plus sensible encore chez George Sand, qui ne songe pas d'abord à devenir écrivain et entre par la bande en littérature en préludant par des lettres fantaisistes envoyées à ses amis de couvent, puis à ses camarades masculins de la Châtre, parmi eux quelqu'un qui est célèbre, qui sera célèbre, Jules Sandeau, et par ces lettres, sans le savoir donc, elle fait ses gammes, et dans son cas, l'usage autogénétique de la correspondance, ça consiste, est encore plus absolu qu'ordinaire, puisque ça consiste dans ce que le fait que la correspondance elle-même a le pouvoir d'engendrer le futur écrivain. La correspondance invente l'écrivain. La correspondance de Sand invente l'écrivain qu'elle va devenir. Une autre petite partie, un autre auteur, ces correspondances nous donnent à imaginer les œuvres de jeunesse en cours, les bêtises que je faisais avant ma naissance, comme le dit si admirablement Hugo, dans un texte qui n'est pas épistolaire malheureusement, mais elles nous font découvrir aussi l'auteur qui les profile, l'auteur des bêtises, souvent, pour l'instant, bien sûr, très différent de l'identité littéraire de ce que sera l'écrivain adulte. Nous avons donc un Stendhal qui vise pour l'instant le théâtre, même chose pour Balzac qui écrit une tragédie et qui ne songe pas initialement à des romans, et quand il passera au roman, ça sera pour des romans alimentaires, et il regrettera beaucoup cela. Le Flaubert qu'on découvre, c'est un Flaubert à l'envers de lui-même, un Flaubert aussi qui écrit les mémoires d'un fou, Novembre, Smart, et qui pense à écrire ses mémoires, donc qui est encore romantique pour l'instant, et qui n'a pas rompu avec ce qu'on pourrait appeler, ce que Brunetière appellera à la fin du siècle, la littérature personnelle. Or, c'est de cette rupture de la littérature personnelle qu'il va trouver sa propre identité. De même, le Zola que nous font découvrir ces lettres de jeunesse n'a pas encore renoncé à devenir poète, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce ne sera qu'au prix d'un processus dont ces lettres se font le mémorial, qui le conduit à dresser un portrait robot du poète du XIXe siècle, qu'il va réussir, en quelque sorte, à passer à autre chose. Il se démarque de la poésie en disant « le poète, c'est ça, je ne veux pas être ça ». Ces lettres, qui nous font apparaître donc un autre auteur tout à fait différent, sont aussi des lettres de recherche de soi. Ce à quoi elles servent de manière majeure à l'écrivain, c'est à définir son projet littéraire qui se trouve toujours lié à un projet existentiel. Le devenir écrivain est donc ainsi lié à
un devenir soi. Nous voici face à des écrivains à devenir, s'attelant à des œuvres plus ou moins possibles, probables, mais surtout face à des êtres en devenir, à la recherche de soi. C'est ce que nous montrent ici des énoncés du journal de Stendhal, pardon. Je bouse encore, verbe bouillir, hein, je bouse encore, comme une marmite boue. C'est pour ça que je me cherche, ne pas m'arrêter à ce que je crois être. Je crois que je ne me suis pas encore trouvé. Hein, voilà la recherche si intense hein, que Stendhal, à la fois vise par l'être et vise dans son journal. Pour parvenir à être soi, ces écrivains futurs savent qu'il faut commencer par s'étudier eux-mêmes. Et c'est ce que dit à la fois Balzac. Je m'étudie dans une lettre, cette fois-ci, à Laure d'Abrantès, sa maîtresse occasionnelle en 1825, je m'étudie moi-même comme je pourrais le faire pour un autre. Ce futur romancier a donc déjà pris l'habitude de se considérer de l'extérieur, de se voir comme un autre lui-même, hein, et il multiplie d'ailleurs dans ses lettres les portraits de soi à la troisième personne. Et le résultat de l'analyse qu'il fait de lui, de soi, est qu'il se sent un être plein de contrastes et d'incohérences, un vrai kaléidoscope vivant. Donc il naît par l'être, lui aussi, mais il naît par l'être comme un être si multiple que l'attention pure à soi ne pourra pas dire tout ce qu'il est lui-même. Et donc les romans, dans le cas de Balzac, sont nécessaires à déployer ce kaléidoscope vivant qu'il croit être. Vous voyez un petit peu à quel point une telle lettre est fondamentale pour comprendre le passage de Balzac, de ces lettres où il se cherche, et à ces romans qui sont en quelque sorte la réalisation de cette recherche par d'autres voies, par une autre voie. C'est aussi sur un registre très sérieux que dans une de ses lettres célèbres du voyant, Rimbaud, cette fois-ci, hein, en 1871, envisage la nécessité pour le poète de s'étudier d'abord lui-même. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, il l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Hein. C'est un Rimbaud très sage, là aussi, hein, qui apparaît par cette formule. Il y a d'autres formules plus percutantes et plus folles dans ces lettres d'un voyant, mais il y a aussi cette recherche hein, si forte, si serrée de soi, qui se fait par une lettre à son ancien professeur. Chez Stendhal, comme chez Mallarmé, une telle nécessité de recherche de soi prend l'apparence d'un travail sur soi à accomplir. Les expressions de Stendhal, c'est « travaille-toi toi-même », 1806. Je continue à travailler sur le sentiment, faire un grand travail sur moi. Et on retrouve exactement les mêmes propos, il y a une idée de travail sur soi qui est très moderne, vous voyez. Chez Mallarmé, après sa grande crise de 67, j'ai infiniment travaillé à moi. Ah, je ne l'ai pas mis ce texte alors. Non, je ne l'ai pas mis. J'ai infiniment travaillé cet été à moi d'abord, en créant par la plus belle synthèse un monde dont je suis le Dieu. Il y aurait beaucoup qu'à commenter ce texte et je ne le fais pas. Mais après avoir, comme il dit, reconstitué son moi, c'est l'expression qu'il emploie, il espère que va lentement se former en lui un homme nouveau. Il y aurait d'ailleurs à suivre, dans toutes ces correspondances, je ne le fais pas avec vous, cette idée qu'une correspondance va permettre de voir émerger, de faire émerger un homme nouveau. Et chacun le ponctue, cet homme nouveau. Balzac après l'échec de ses romans de jeunesse en 1825, Musset après la mort de son père en 1932, Sand après la séparation avec son mari, de magnifiques lettres à son mari, et Flaubert après sa maladie nerveuse. Hein, chacun a dans sa correspondance un moment essentiel, un moment climatérique, disons, hein, un moment essentiel où il se passe quelque chose et voilà. Alors ce travail sur soi trouve d'autant mieux facilement un vecteur propice dans les lettres qu'elles offrent, comme le rappelle Balzac,
est-ce que j'ai mis... Non, ça non plus, je ne l'ai pas mis non plus. Je m'en excuse. Il parle de ces lettres qui sont des espèces, qui forment des espèces de portraits de l'âme. C'est là une conception intimiste de l'épistolaire qu'on retrouve chez Musset et Sand. Musset, tout en rappelant le pacte d'écriture épistolaire Currente Calamo, qui est le sien, je l'ai déjà dit, insiste sur les confidences personnelles. Non, mais je dis, il y a des choses qui... Ah voilà, c'est ça. C'est ce texte-là, en fait. Insiste sur les confidences personnelles qu'il entraîne, que ce pacte d'écriture épistolaire entraîne. Dans son cas, tu vois, je t'écris ce qui me passe par la tête, fais-en autant... je t'en prie, j'ai besoin de tes lettres, je veux savoir ce qui se passe dans ton âme, comme tu sais ce qui se passe dans la mienne. Sans doute, elle se ressemble beaucoup. Quant à Aurore Dupin, qui deviendra George Sand, après avoir été félicitée par une de ses correspondances d'avoir donné une histoire de sa vie dans une de ses lettres, elle se plaint en revanche d'une autre compagne, qui, dit-elle, dans ses lettres superficielles et mondaines, ne dit pas un mot sur sa manière de vivre, Il faut que les lettres disent la manière de vivre et même envisagent la vie déjà tout entière. Et c'est bien de leur manière de vivre, présente mais surtout future, que ces jeunes écrivains à la recherche d'eux-mêmes se préoccupent d'abord. Plutôt que leurs œuvres à venir, c'est cette œuvre à faire que sera leur vie qui les mobilise. Aussi l'envisage-t-il déjà en des sortes de synthèses projectives. Ils voient l'ensemble de leur vie déjà, et c'est là que je vous donne des énoncés que je cueille dans notre correspondance qui concernent la vie entière. Ma vie entière a son idée. Bien sûr, c'est la poésie, dans le cas de Mallarmé. Quand on a fait un thème pour sa vie, Balzac, et on trouve la même idée, la même scrupule, la même attention. Il faut un esprit de suite dans la vie. Stendhal vient de renoncer à devenir militaire, avoir un poste prestigieux dans l'armée, et il dit non, je me consacre à la gloire et pas à l'armée, et même je n'ai pas envie de réussir par les armes. C'est une logique là volontariste, vous voyez, qu'on retrouve chez le jeune Zola, lorsqu'après avoir accepté une place pour gagner sa vie, on sait laquelle, ça a été rappelé, il juge sa position et programme la suite de sa vie sur le modèle de la lutte. Voilà un énoncé de jeunesse de Zola qui programme toute sa vie déjà sur le modèle de la lutte. Telle est ma position, gagner mon pain n'importe comment, et si je ne veux pas dire adieu à mes rêves, m'occuper la nuit de mon avenir, la lutte sera longue, mais elle ne m'effraie pas. À ces logiques masculines, volontariste et synthétique, il convient d'opposer le mode de création de soi bien moins programmé souvent que révèlent les correspondances féminines, aussi bien George Sand que Génie Guérin, mais en revanche pas Madame Roland, mais aussi le style tout autre de ces désenchantés d'avance que sont Musset ou Flaubert. Musset se peint lui-même dans ses correspondances de jeunesse comme un misanthrope de 16 ans qui s'ennuie misérablement et se juge tout juste bon à jeter à l'eau. Nous sommes aux antipodes de cette croyance en soi épique de Zola. Il n'a, dit-il, pas même le courage de travailler parce qu'il a le sentiment que tout a été dit et qu'il répugne à, expression magnifique, faire de l'originalité. Et de cet état de marasme, il tire la conclusion qu'il ne pourra jamais écrire, en tout cas pas écrire sur soi. Et on retrouve ces mêmes incertitudes chez le jeune Flaubert, qui va finir, quant à lui, par trouver une solution à ces déliquescences juvéniles en décidant, dit-il, de dire à la vie pratique un irrévocable adieu. Tous ces écrivains se montrent dans leur correspondance très inquiets de leur valeur propre. Tantôt ils se dévaluent, tantôt ils se surévaluent. Ainsi de Balzac qui se promeut de temps en temps comme un génie et puis qui se moque de ses rêves de jeunesse et se compare à Perrette qui casse son pot-au-lait en montant à la ville. Comme Zola, nombreux sont ceux qui sentent en eux quelque chose là, mais savent que seul le temps confirmera
ou non leur valeur. Et là aussi, je vous laisse deviner la suite du texte que j'ai interrompu tout à l'heure de Zola. Je sens en moi quelque chose. Hein. Il y avait en moi, il y a en moi quelque chose. Et bien sûr, rien n'est. Chez Zola, traite la chose d'une façon très construite. Hein. Point de châteaux en Espagne, une logique serrée, manger avant tout, puis voir ce qu'il y a en moi, peut-être beaucoup, peut-être rien. Oui, alors l'angoisse de n'être qu'un homme médiocre, on l'entend aussi beaucoup plus chez Balzac, qui a peur que ses parents lui impose de prendre un état, une profession, et qui s'énerve en disant « Comptez-moi pour mort si on me coiffe de cet éteignoir ». Et même chose chez Musset, avec cette angoisse, lui aussi, de devenir simplement un avocat, un avoué. « Ni toi ni moi, dit-il à son correspondant, ne sommes destinés à ne faire que des avocats estimables ou des avoués intelligents ». Mais venons enfin à l'énoncé du projet littéraire qui est, comme je l'ai annoncé, toujours lié à un projet existentiel. C'est le cas chez Stendhal. À la question « Qui être comme écrivain ?», il répond déjà, de fait, dans ses correspondances, comme il écrira plus tard dans Henri Brulard, dans sa autobiographie, « Vivre à Paris avec une actrice », en faisant des comédies comme Molière. Vous voyez, le projet littéraire, faire des comédies comme Molière, pour l'instant, c'est pas ce qui va être de sien. Vivre avec une actrice à Paris. Vous voyez. Donc c'est aussi un cadre, hein, une identité personnelle façon d'écrire et façon de vivre sont donc intimement liées. Chez Balzac de même, le projet initial d'écrire une tragédie en 5 actes est soutenu par un projet existentiel littéraire. Le projet existentiel, c'est quoi? C'est de ne pas être un homme médiocre, mais de faire ses preuves comme homme d'énergie et d'ambition. Et quand ton projet littéraire, il rime avec ce projet, bien sûr, entrer en littérature par la grande porte, le théâtre classique en vers. Hein, et, comme il dit, débuter par un chef-d'œuvre ou me tordre le cou. Je veux débuter par un chef-d'œuvre ou me tordre le cou. Vous voyez un petit peu l'absolu de cette... Ce qu'il cherche, c'est qu'il cherche à réussir d'emblée son idylle avec celle qu'il appelle Mademoiselle la gloire. Hein, plaire à Mademoiselle la gloire. Devenir dramaturge, certes, mais déjà, par avance, avant d'avoir écrit quoi que ce soit, publié quoi que ce soit en tout cas, devenir glorieux. Et pas uniquement écrivain, mais aussi il se rêve déjà comme un grand citoyen, voyez. Donc, et à la fois, si possible, riche. Tout est mélangé, tout y va ensemble, hein, tout ensemble. Et du coup, sa déconfiture, sa désillusion, quand il doit passer au roman, j'ai l'espoir de devenir riche à coups de roman, quelle chute. De même, la correspondance de Hugo, si elle ne comporte pas l'expression du projet absolutiste qui fut le sien, selon le témoignage qu'en donnera sa biographie par sa femme en 1862, être Chateaubriand ou rien, eh bien, se situe dans le même registre, voyez, de l'absolu. Hein. Le projet littéraire, donc, chez ces 3 grands écrivains, Hugo, Balzac, Stendhal, se dit dans le registre d'un idéal ambitieux à atteindre, impossible à atteindre, pratiquement, pour un si jeune homme. Hein. Mais tant est difficile pour certains autres futurs écrivains l'aveu d'une telle ambition qu'ils sont forcés de procéder de manière dénégative. Je vais finir par eux. C'est le cas chez Musset comme chez Flaubert. Musset tire de son état continuel d'ennui et de décrépitude, oui, j'aurais dû vous être brillant, je ne l'ai pas fait. Musset tire de son état continuel d'ennui et de décrépitude, de juvénile, d'adolescent mélancolique, hein, d'adolescent qui s'ennuie et qui n'est pas sûr de lui, cette formule, cette conclusion irrémédiable, je ne serai jamais poète. Vous voyez un petit peu comment ça se dit. Formule, en fait, si on la travaille un peu, où l'ambition poétique s'avoue quand même, par l'absolu même de sa négation. Hein. Il suffit d'enlever le signe non pour avoir la vérité. Je serai poète. Voyez. Par ailleurs, dans un autre passage de
sa correspondance au même correspondant, Paul Fouché, il procède à une étrange déclaration clivée. Je ne voudrais pas écrire. Ou alors, je voudrais être Shakespeare ou Schiller. L'ambition avouée pour l'instant d'ordre dramaturgique et non poétique, lui aussi, ne peut se dire de nouveau que si elle est d'avance assortie d'une dénégation, sous la protection à l'abri du signe non. Mais, dans la même lettre, à côté de ce programme littéraire jugé impossible, à la fois poète, pas possible, dramaturge, pas possible, Musset formule un tout autre projet, purement existentiel, en principe celui-là, je voudrais être un homme à bonne fortune. Un Don Juan, quoi, hein, disons les choses. Traduisons en français, en bon français, un Don Juan, un dandy Don Juan. Eh ben, c'est ce qui va devenir. Hein. Ça va être son rôle littéraire et non pas uniquement son rôle existentiel. Hein. Second tome de Lord Byron, dans ce registre-là. Hein. Et donc, pour l'instant, le déni, l'affirmation déniée de sa perspective, de son projet littéraire, soit de poétique, soit dramaturge, se voit complété par un étrange projet existentiel qui se retourne ensuite en projet littéraire lui-même. Ce même procédé négatif se retrouve dans les servants répété de renonciation à l'écriture que prononce le jeune Flaubert. J'en ai relevé un, je mets en rouge l'énoncé essentiel. Quant à écrire, j'y ai totalement renoncé. Hein. Alors la suite, bien sûr, module ce choix. C'est un choix que compense bientôt un autre choix, à la fois existentiel, suicidaire. Je serai donc bouche-trou dans la société, choix que compense bientôt notre choix à la fois existentiel et... Ah, ça ne vient pas ? Oui, existentiel et intellectuel, celui de devenir un démoralisateur. Hein, cela, cependant, si je prends jamais une part active au monde, ce sera comme penseur et comme démoralisateur. Voici donc qu'à l'origine de toute la geste littéraire de ces deux auteurs si dissemblables, on trouve un projet qui est d'emblée un rejet, une affirmation de soi qui ne peut se dire que sous les auspices de la négation, mais il est juste d'ajouter que dans le cas de Flaubert, cette expression de négative se double d'autres formulations moins indirectes, ainsi de celle qu'il formule en 1842 à son professeur de rhétorique, mais ce qui revient chez moi à chaque minute, ce qui m'ôte la plume des mains si je prends des notes, c'est mon brillant amour, c'est la même idée fixe, écrire. Bien, alors, je conclus très brièvement ce parcours que j'interromps au tout début de ces énoncés prometteurs, maïotiques, mais dont il faudrait ensuite voir comment ils se gèrent dans la suite de la correspondance, dans la suite de la vie. Et je conclus en montrant en espérant avoir montré qu'il est intéressant de comparer, quitte à les réduire un peu, quitte à perdre de leur substance, bien sûr, beaucoup, ces correspondances, parce que on gagne à les considérer ainsi selon des critères communs. Dans le cadre que je viens de traiter, ces correspondances me semblent servir à la fois à établir une histoire littéraire des vocations, pourrait-on dire, mais aussi, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, à ajouter là-dessus, une histoire culturelle des prises d'identité juvéniles tout au long du XIXe siècle. Si j'ai, pour cette fois, insisté sur les permanences structurelles qui caractérisent ces lettres, il conviendrait une autre fois, bien sûr, d'insister en revanche sur le changement historique qui ne manque pas de désaffecté tout au long du siècle, mais aussi de relire une par une, ce que j'ai fait par ailleurs déjà, en quelque sorte, de manière plus attentive, ces correspondances miraculeuses, avec l'idée qu'une fois le cadre commun posé, c'est ce que je me suis employé à faire aujourd'hui, on est mieux à même d'en percevoir les singularités. Je vous remercie de votre attention.